Alors, nous avons un projet qui est de reconstruire l'ensemble du droit du travail, tout en préservant évidemment les grands acquis historiques, mais en inventant aussi des solutions nouvelles face à nos problèmes nouveaux. En réalité, du fait de l'actualité et du fait de la refonte, qui est la refonte du droit du temps de travail qui nous est vendu dans l'avant-projet de loi El Khomri, nous avons commencé par proposer un autre projet sur le temps de travail. Et donc, de ce point de vue-là, c'est cet autre projet-là qu'on a présenté et qui est suffisamment abouti pour être en quelque sorte diffusé, explicité. Donc, nous avons un groupe qui est très diversifié, y compris sur l'échiquier politique. On a vraiment des tendances politiques qui sont très différentes. Et y compris au sein de mêmes tendances politiques, vous pouvez avoir des conceptions qui sont très opposées. Le droit du travail n'est pas qu'une question de gauche-droite, pas du tout. Vous avez des questions avec plus de liberté pour l'individu, plus de respect du collectif, qui sont des questions qui sont absolument transverses. Et donc nous avons des débats qui sont très difficiles. Des débats qui sont internes, des débats qui viennent aussi du fait qu'on auditionne et qu'on essaie de s'inspirer des opinions de toutes les grandes organisations syndicales françaises. Et d'ailleurs, nous les avons toutes réunies une première fois le 8 décembre dernier pour recueillir un peu leurs revendications. Et elles sont très diversifiées, comme vous le savez. On a des organisations syndicales qui ont des points de vue qui sont très différents sur certains points. Et ces divisions qu'on retrouve au sein des organisations syndicales, on les retrouve tout naturellement au sein de notre groupe avec des postures et des positions qui sont très différentes et au sein desquelles on a toutes sortes d'arbitrages, de discussions, de débats. Peut-être d'ailleurs qu'on proposera plusieurs solutions dans certains cas, avec des solutions alternatives lorsqu'on s'aperçoit qu'en réalité il y a plusieurs possibilités et que n'ayant pas une propension particulière ou une vocation particulière à dire la vérité, puisqu'on ne détient pas plus la vérité que n'importe qui, on peut aussi techniquement mettre en forme plusieurs solutions. Donc on est à la fois dans le débat et dans la proposition éventuellement de la multiplicité. Donc à ce stade, tout de même, le droit du temps de travail apparaît comme le plus abouti de nos chapitres. C'est celui qu'on a présenté. Et donc c'est aussi celui à partir duquel on peut commencer à être jugé. C'est-à-dire qu'on est sorti du bois qu'à partir du moment où on avait quelque chose à présenter. C'est-à-dire que dire on va réécrire le code du travail, encore faut-il démontrer qu'on en est capable. Donc il ne convenait pas de faire une conférence de presse en disant on va tout refaire les gars, sans montrer qu'on était capable de le faire. Donc on est sorti en quelque sorte dans la presse à partir du moment où on avait notre intention, mais aussi un objet sur lequel on pouvait faire des comparaisons, c'est-à-dire on peut maintenant comparer l'avant-projet de loi El Khomri et notre projet. Maintenant, voilà, vous pouvez lire l'un, vous pouvez lire l'autre, et puis vous pouvez regarder celui que vous préférez, et puis voir si on est capable d'écrire aussi quelque chose. Très clairement, nous sommes dans une philosophie différente du projet de l'avant-projet de loi El Khomri, très différente. Et je dirais, tant mieux, vraiment, tant mieux. L'avant-projet de loi El Khomri a une philosophie générale qui n'a rien de libéral, qui est souvent présenté comme libéral, mais c'est totalement faux. C'est un projet qui est néo-conservateur, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, et qui est un projet qui s'inscrit bien dans une dérive autoritaire en réalité. Le gouvernement actuel achève son mandat sur des atteintes aux libertés qui sont bien visibles avec l'état d'urgence, la double nationalité, donc une certaine forme d'autoritarisme, et c'est aussi le cas dans le projet El Khomri, avec beaucoup de dispositions qui visent à renforcer le pouvoir patronal sur les salariés. Lorsque vous simplifiez le licenciement économique, et vous avez des tas de dispositions qui simplifient grandement le licenciement économique, vous augmentez la puissance qu'un employeur peut avoir sur ses salariés, et donc vous les mettez dans une position de plus grande faiblesse. Lorsque vous créez des flexibilités nouvelles, en réalité, vous permettez à l'employeur de se saisir plus souvent et plus rapidement du temps libre des salariés, et donc les gens ne sont jamais véritablement déconnectés ni en temps de repos. Vous avez donc toute une série de mesures qui visent en fait à assurer une plus grande autorité de l'employeur sur ses salariés, ce qui est demandé par les grandes entreprises et ce qui est obtenu par les grandes entreprises. Notre avis est que cette solution-là n'est pas la bonne solution. Pour toutes sortes de raisons, mais aussi pour des raisons économiques. La vie au travail n'est pas la seule vie qui a une importance sociale.
Bien sûr, la vie productive est importante et même si le chômage frappe durement, même si la précarité touche une très forte proportion de la population française, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent. Il y a à peu près 80% quand même de la population qui a un emploi, et certes 20% qui en est privé, mais si on s'intéresse à tout le monde, il faut s'intéresser à la fois à ceux qui sont privés d'emploi et à ceux qui ont un emploi. Mais ce que je veux dire, c'est que la partie économique liée à la vie professionnelle est très importante, mais ce n'est pas la seule. Vous avez une vie en dehors du travail qui a aussi une importance sociale considérable. Alors, on pense souvent à la vie familiale, bon, c'est très bien, mais vous avez la vie associative, vous avez la vie militante sans laquelle il n'y a aucune démocratie. La démocratie, c'est aussi ça. Vous avez l'économie de la gratuité, dont on ne cesse de nous rabattre les oreilles, et qui fait sens. Et l'économie de la gratuité, ce sont les logiciels libres, Wikipédia, et qui sont des éléments qui sont créateurs de valeur, au point que les gens ne savent plus comment l'intégrer dans le PIB. Et donc l'économie de la gratuité, c'est aussi quelque chose qui est pris sur le temps libre. Et toutes ces activités, qu'elles soient sociales, familiales, associatives, militantes, créatives, qui font vivre une société aujourd'hui, ce sont toutes des activités qui doivent être protégées si on veut avoir une société qui fonctionne sur ses deux pieds. Et y compris dans leur prévisibilité. Ce qui est le plus mis en cause actuellement par l'évolution de la législation, c'est la destruction de la prévisibilité du temps. Puisque votre employeur peut, et c'est le cas du droit positif actuel, et c'est encore aggravé par l'avant-projet de loi El Khomri, le droit positif actuel vous dit qu'en principe, l'employeur peut modifier unilatéralement vos horaires. C'est-à-dire que vous pensiez que vous finissiez à 4 heures de l'après-midi ou à 6 heures de l'après-midi, et puis du jour au lendemain, on vous dit, bah non, ça a changé, vous commencerez plus tôt, plus tard, vous finirez plus tôt, plus tard. Vous aviez une période que vous aviez prévue comme une période de repos, l'employeur vous dit « Ah non, pas du tout, ce sera une période d'astreinte » ou « Ce sera une période de travail ». Et donc vous avez des possibilités d'évolution continuelle de votre emploi du temps sans prévisibilité qui sont prévues actuellement par les textes avec des effets qui sont devenus très importants. Aujourd'hui, vous avez plus de 20% de la population française qui ne peut plus prévoir d'un mois sur l'autre quand est-ce qu'elle va travailler. Et l'évolution la plus marquante, dans les derniers chiffres, c'est qu'on pense d'abord aux cadres, vous voyez, qui sont plus ou moins corvéables à merci, mais qui ont une grosse rémunération, et qui est... Bon, on se dit, ceux-là ont du mal à prévoir leur emploi du temps. Eh bien, ceux-là ont de moins en moins de mal à prévoir leur emploi du temps. Il se trouve que les derniers chiffres montrent qu'eux ont une meilleure prévisibilité sur leur emploi du temps qu'ils n'avaient précédemment. Ils sont aux alentours de 20%. Les catégories qui sont désormais les plus flexibles et donc qui ont le moins de possibilités de connaître leur emploi du temps à l'avance, ce sont les ouvriers qualifiés en 1 et les employés du service et du commerce en 2, avec des taux qui sont pas loin du quart. Donc c'est cette destruction de l'emploi du temps des personnes est devenu un phénomène social considérable. Vous avez maintenant dans les supermarchés, dans des postes vraiment dans des petits emplois, vous avez des flexibilités très dures. Parfois les gens ne connaissent leur emploi du temps que du jour au lendemain. Ce qui fait qu'ils sont dans l'impossibilité d'organiser quoi que ce soit, une garde d'enfants, et je ne vous parle même pas d'une activité associative. Si vous voulez être président d'une association et que vous voulez organiser ne serait-ce qu'une tombola ou une assemblée générale, il faut que vous puissiez le prévoir quelques jours à l'avance tout de même. Et si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez travailler, vous ne pourrez rien organiser, ni un barbecue, ni une vie associative, ni rien. Et de plus en plus de nos concitoyens sont dans cette situation-là, ce qui a un effet absolument destructeur sur les activités possibles du temps libre. Un temps libre imprévisible, c'est un temps dans lequel on ne peut pas s'organiser. Alors traditionnellement, cette question de la prévisibilité est mise en vis-à-vis de l'autre emploi, notamment pour un travailleur à temps partiel, donc pour lequel il est important d'avoir un deuxième emploi, donc il a besoin d'une prévisibilité pour avoir un deuxième emploi, c'est absolument crucial. Alors pour celui-là, déjà, on a détruit toute prévisibilité. Mais c'est important aussi pour l'organisation du temps libre et de votre vie familiale. Si vous avez des enfants à aller chercher à une crèche, vous devez pouvoir vous organiser un petit peu à l'avance. Ça crée vraiment des problèmes très durs. Donc, notre idée, c'est que le temps libre doit être protégé
comme tel et être libre véritablement, c'est-à-dire en dehors de l'emprise de l'employeur. Alors, sur cette idée-là, on a construit un très grand nombre de réformes techniques qui visent à s'assurer de la véritable libération du temps de repos. On change la terminologie, d'ailleurs, d'abord. Donc, actuellement, on parle de temps de repos. C'est une terminologie européenne, qui dit bien ce qu'elle veut dire, qui dit que l'organisation du temps de travail est construite sur la logique de la santé. C'est qui est une logique présente. Si vous travaillez 24 heures sur 24, vous allez mourir. Donc c'est vrai que la santé est en cause dans la question du temps de travail. C'est même une question très importante. Mais attention, ce n'est pas la seule question. Il y a la question de la santé, il y a la question du repos, mais il y a aussi la question des loisirs, de la vie familiale, de la vie associative et des autres vies. Donc, si on ne parle que de temps de repos, on ne parle que de reconstitution de la force de travail, on ne parle que de santé. Et c'est une vision extraordinairement réductrice. Le temps libre n'est pas seulement consacré au repos, il ne doit pas être seulement consacré au repos. Et d'ailleurs, si pendant votre temps libre, vous ne voulez pas vous reposer, mais construire votre maison, eh bien c'est votre problème, vous ne vous reposez pas, vous construisez votre maison. C'est donc bien plus un temps libre dont on exige la présence que d'un temps nécessairement et seulement de repos. La logique du repos, qui est la logique de la santé, est présente au niveau européen, elle est présente dans le texte français. Il s'agit de réduire les protections jusqu'à que des problèmes de santé se posent. C'est d'ailleurs le cas, notamment au travers des forfaits jours. On a des vrais problèmes de santé qui se posent désormais aux personnes du fait de l'augmentation du temps de travail et de la flexibilité du temps de travail. La santé est de plus en plus atteinte, certes, mais pour mieux la protéger, il convient surtout d'abandonner cette notion de temps de repos et de prendre une notion qui soit plus large, plus importante, et qui est la notion de temps libre, et d'en assurer la véritable liberté, c'est-à-dire de chasser le pouvoir de l'employeur de cette partie-là du temps des personnes. Derrière cette question-là, il y a aussi une question de principe, qui pour moi est très, très grave, très importante, et qui est difficile à faire comprendre, à faire passer, et qui pour moi est le signe d'une évolution épouvantable de notre société, et contre laquelle on entend bien se dresser. Derrière la flexibilité du temps de travail, derrière la possibilité qui est actuellement accordée à l'employeur de se saisir de tous les temps, y compris des temps soi-disant de repos des salariés, il y a une évolution importante dans l'idée de subordination. Traditionnellement, le salariat, c'est ça. Vous échangez un temps de subordination, un temps de soumission, un temps de travail, contre un salaire. Mais vous échangez un temps contre un salaire. Vous ne vous échangez pas en entier comme personne. Ce n'est pas du servage, ce n'est pas de l'esclavage. Et en quoi est-ce que c'est différent ? Eh bien, c'est que vous n'avez accordé qu'un temps de soumission. Lorsque ce temps s'achève, vous redevenez un citoyen libre, égal à n'importe quel autre citoyen. Un temps de soumission et aussi un temps d'égalité et de liberté. Et ça, c'est très différent du servage, c'est très différent de l'esclavage. Ça suppose une distinction assez ferme entre ces deux temps, un temps d'obéissance et un temps sans obéissance. Si jamais vous avez une flexibilité et une destruction de cette frontière qui fait qu'en réalité l'employeur peut exercer son pouvoir et préempter n'importe quel morceau de votre temps libre, vous changez de société. Vous n'êtes plus soumis pendant un temps, vous devenez une personne soumise dans son entièreté. Et vous devenez un être soumis. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a échangé un temps de soumission contre un salaire, vous êtes une personne qui vous êtes soumis comme personne contre un salaire. Et ce qui est en train de changer dans notre société, c'est exactement ça. Il y a actuellement un passage de l'échange d'un temps contre un salaire au passage d'une demande de subordination comme entité globale, personnelle, en échange du salaire. Cette évolution-là, pour un démocrate et pour une personne qui est attachée à la liberté, est une évolution épouvantable de nos sociétés, qui est véritablement favorisée par tout ce qui existe en termes de téléphone portable, de connectique perpétuelle, et tous les moyens de contrôle de la technologie moderne. Tous les moyens de contrôle de la technologie moderne favorisent cette soumission perpétuelle.
Et on connaît des gens qui sont dans leur lit et qui font leurs emails, qui boivent leur café, qui se reposent 2 minutes, qui ensuite vont sur leur téléphone portable, y compris, qui travaillent absolument tout le temps, qui peuvent se faire sonner à tout moment, ça a été grandement facilité, et qui deviennent des personnes qui sont en état de soumission permanent, et qui ne sont plus des personnes qui ont échangé une soumission ponctuelle contre un salaire. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel il faut se révolter. Et donc on a quelque chose d'essentiel dans la réclamation d'un temps libre dans lequel l'employeur ne peut pas intervenir. Donc c'est un point important. D'après nous, c'est un point important. On peut répondre aussi aux critiques qu'ils peuvent nous faire, ou vis-à-vis de notre projet, certains qui nous lisent nous s'étonnent qu'on ait gardé le forfait jour, par exemple. Et le forfait jour qui répond souvent à une demande plus patronale que salariale. En tout cas, c'est l'image qu'on peut en avoir quand on est à l'extérieur des pratiques d'entreprise. Néanmoins, on a été convaincus de garder ce dispositif, alors, qui n'est pas du tout le même que dans le projet El Khomri. Dans le projet El Khomri, je ne sais pas du tout certain, même dans l'état actuel, avec les toutes petites corrections qu'ils ont apportées dans le deuxième avant-projet, que ce soit conforme par rapport au droit européen et conforme par rapport à la jurisprudence de 2011 de la Cour de cassation, qui est, elle, dans la logique de la Cour de cassation et le droit européen, qui, dans leur logique, sont sur celle de la santé, du respect de la santé, qui n'était pas garantie, notamment en termes d'heures de repos quotidien, les 11 heures de repos quotidien toutes les 24 heures. Et nous, on a voulu, premièrement, se conformer déjà à ces exigences minimales posées par le droit positif et aller au-delà de garantir, alors un mot qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le projet El Khomri, de garantir contre une surcharge du travail. Et on a un groupe de travail qui va réfléchir sur la santé au travail et qui va essayer de préciser cette notion de charge de travail que la loi El Khomri, elle, se contente de renvoyer à la négociation collective et donc, pour l'instant, est largement une coquille vide dans l'avant-projet actuel. Et nous, on a une prétention d'aller quand même un peu au-delà, de construire juridiquement ce que peut être l'évaluation de la charge de travail. Mais surtout, on met en place des moyens de contrôle qui permettent de réagir assez vite, notamment à travers le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour lancer une alerte et obliger l'employeur à prendre des mesures pour garantir ces périodes de repos minimal, mais aussi de périodes de temps libéré, de temps libre pour les salariés. Et donc, on a voulu préserver, donc, en améliorant ce qui existe, et on a surtout voulu préserver ce que certains salariés, en particulier les salariés qui sont véritablement autonomes, véritablement cadres, pour eux, il y a une identité professionnelle à travers ce dispositif. Et donc, on ne voulait pas, sous une crainte de fraude par rapport aux 35 heures, on ne voulait pas retirer à ces salariés cette liberté. Et donc, on ne voulait d'ouvrir ce dispositif que pour ceux qui trouvent véritablement une liberté dans ce dispositif. Et donc, l'encadrement de ce dispositif n'a que pour objectif de garantir cette liberté et cette prévisibilité, qui est le corollaire de la liberté, cette prévisibilité pour les salariés. Et donc, c'est pour ça que le dispositif que nous proposons, avec notamment les contrôles qui encadrent ce dispositif, est d'une philosophie tout autre que par rapport à ce qui est proposé dans l'avant-projet El Khomri, dont je ne suis pas sûr qu'il soit véritablement conforme au droit, à la jurisprudence actuelle, aussi bien nationale que européenne. Donc, on propose aussi des souplesses. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à donner que des protections et sous-entendu des rigidités dans le code du travail. On donne des souplesses, mais ces souplesses doivent être compris des flexibilités comme des contreparties. Et donc, il y a une véritable logique de contrepartie et qu'il ne soit pas dans une logique d'autoritarisme de l'employeur sur les salariés. Ça, c'est un axe fort de notre construction du droit qui est aussi un stimulant pour la négociation collective, véritablement. Qu'il n'y ait pas, que l'accord collectif ne soit pas un rouage de la décision unilatérale de l'employeur. Qu'il y ait une véritable négociation. C'est ça qu'on recherche. Et donc, bien plus que le gouvernement actuel, nos propositions sont plus à même de stimuler la négociation collective que le projet de loi El Khomri et l'architecture
type Cambrai Sel. Peut-être donner quelques exemples des solutions qu'on essaye de mettre en place pour favoriser le temps libre, peut-être. Et puis ensuite expliquer que dans notre objectif de protection de la liberté est aussi un objectif de protection des salariés qui ont obtenu une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Si on crée une trop grande rigidité dans le Code du travail, on va empêcher les salariés qui ont obtenu une grande autonomie dans leur emploi du temps de conserver cet emploi du temps. Et vous avez des gens qui travaillent un peu quand ils veulent, effectivement, réellement, qui en sont assez contents, et qui ne demandent pas le retour aux pointeuses. Et si on fait des règles trop strictes, on va être obligé de leur imposer des pointeuses, et tout le monde sera mécontent, l'employeur qui se satisfait de la liberté de temps de travail de ses salariés, et les salariés qui s'organisent effectivement comme ils l'entendent, et qui aiment bien pouvoir s'organiser comme ils l'entendent, et qui aiment bien pouvoir continuer à le faire. Donc on a préservé ces possibilités d'autonomie lorsqu'elles existent, lorsqu'elles sont réelles, et ça suppose de l'adaptation de règles pour préserver l'autonomie lorsqu'elle existe. Pour préserver le temps libre. Alors pour préserver le temps libre, lorsque l'employeur veut une modification d'horaire, le principe devient que le salarié a le droit de refuser la modification d'horaire. Actuellement, le principe, c'est que l'employeur peut imposer une modification d'horaire sans que le salarié puisse s'y opposer sous peine de licenciement pour faute. Donc on inverse ce principe. Droit au refus de la modification d'horaire. Ça ne suffit pas, parce qu'en réalité, les employeurs qui sont en position de force vont pouvoir obtenir des modifications d'horaire tant qu'ils voudront. Deuxième règle. Lorsque l'employeur veut demander une modification d'horaire au salarié, on lui impose un préavis. Alors tout dépend de la modification qu'il veut. Si c'est une modification de quelques heures, peut-être un préavis d'une journée suffira. Si c'est une modification plus importante, ça sera un préavis d'une semaine. Et dans les modifications vraiment substantielles, on aura un préavis qui peut être jusqu'à 1 mois. Actuellement, sur les congés payés, il existe ce préavis d'1 mois. C'est bien le seul cas dans lequel il y a un préavis d'1 mois. On ne peut pas, lorsque vous posez vos congés payés, on ne peut pas vous les modifier plus d'1 mois à l'avance, enfin moins d'1 mois à l'avance. C'est d'ailleurs une des règles peu connues sur laquelle le projet El Khomri revient, puisque le projet El Khomri entend permettre aux employeurs de modifier la date de prise des congés payés des salariés moins d'1 mois à l'avance. Bon courage pour ceux qui ont fait une location. Donc notre objectif est donc... Oui. Donc c'est droit au refus, préavis, et lorsqu'il y a violation de ces règles par l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur, sans préavis et sans demander son avis au salarié, interrompt le temps libre du salarié, des sanctions. Des sanctions, soyons honnêtes, des sanctions abordables. On ne va pas non plus pendre un employeur qui a besoin de son salarié le samedi, qui est embêté, qui a un problème, qui veut lui téléphoner pour résoudre une situation. En pratique, ça arrive. Et est-ce qu'on veut que l'employeur soit immédiatement cloué au pilori pour avoir violé le sacro-saint temps libre? Je crois qu'il faut rester réaliste. Dans certains cas, il arrive que les employeurs soient amenés à le faire. Il convient d'en préserver l'interdiction, parce que sinon c'est la porte ouverte à tout. C'est interdit, mais il convient aussi d'en moduler la sanction. Il ne s'agit pas non plus d'arriver à des sanctions extraordinaires. Donc il nous a semblé que comme sanction, on pouvait prévoir un paiement. Si vous interrompez le salarié ne serait-ce que 5 minutes, vous ne pouvez pas lui payer moins d'1 heure de travail. Et il convient aussi de considérer que autour de la période de travail imposée qui a surgi au milieu du temps libre, on doit compter comme temps d'astreinte le temps qui précède et le temps qui suit. Parce qu'en réalité, le salarié a été interrompu dans son temps libre, donc ce n'était pas vraiment du temps libre, c'était plutôt une sorte de temps d'astreinte. Et d'ailleurs, on a prévu une rémunération minimale du temps d'astreinte, qui n'est plus un temps de repos, contrairement à ce qui est prévu actuellement dans les textes. Donc on a un temps d'astreinte qui n'est pas un temps de repos, qui est rémunéré au minimum au tiers du salaire. Et donc là, vous avez un certain nombre d'heures d'astreinte au milieu d'1 heure payée, ce qui fait que l'employeur qui a vraiment, entre nos soit dit, besoin de son salarié, qui est vraiment embêté, qui veut lui passer un coup de fil pour avoir une information, peut le faire, ça ne lui coûtera pas si cher que ça. Simplement, c'est prohibé, c'est rémunéré, bref, on essaye
d'éviter cette situation sans la rendre non plus cataclysmique. L'idéologie nous semble être du côté du gouvernement qui a parfois des dispositifs qui n'ont aucun sens. En ce qui nous concerne, on a essayé d'être à chaque fois assez pragmatique. Vous savez, le droit n'est pas histoire de vérité. Vous avez des choses dans un sens, des choses dans l'autre, et on fait des espèces de compromis un petit peu au milieu, et on essaye de faire quelque chose qui aille au mieux, et donc on est toujours dans l'à peu près, dans l'approximatif. La question du forfait jour, c'est une question qui est difficile, puisque c'est un lieu dans lequel, en principe, on ne compte plus les heures. Quand vous ne comptez plus vos heures, vous risquez d'en faire beaucoup. Et en principe, dans le forfait jour tel qu'il existe aujourd'hui, il n'y a plus d'heures supplémentaires, de durée maximale, et donc les salariés peuvent être amenés à travailler une quantité d'heures très très importante. Ils peuvent travailler plus de 50 heures par semaine, payés 35, avec des risques pour la santé qui sont très grands, et donc une situation qui est très inquiétante. C'est une des ouvertures juridiques actuelles les plus destructrices des protections du temps de travail. Et donc, la France a été condamnée par le Comité européen des droits sociaux, car c'est une spécificité française absolument délétère, et les autres disent mais c'est interdit, il faut quand même une limitation raisonnable de la durée du temps de travail. La Cour de cassation est intervenue pour essayer de sauver le système en réinventant des obligations de respecter des durées maximales du travail qui avaient disparu. On aurait pu imaginer que le législateur qui refondait le temps de travail allait intégrer ces protections minimales imposées par l'Union européenne aussi sur le respect des durées maximales du travail, ce qui n'a pas été fait, ce qui fait que le texte actuel est tout autant en violation du droit européen qu'il l'était précédemment. On avait, nous, si vous voulez, beaucoup de raisons de se méfier du forfait jour et de dire, attention, on voit bien les dérives terribles que ça peut causer, et en plus, l'atteinte au droit européen qui est constituée par ce système. Fallait-il pour autant supprimer le forfait jour ? Eh bien, c'est pas du tout ce qu'on a décidé de faire. Et ça mérite quelques explications. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé de le faire ? D'abord, parce qu'on s'est aperçu que les organisations de cadres, et toutes les organisations de cadres, la CGC, mais aussi l'UGICT, par exemple, de la CGT, les organisations de cadres ne sont pas favorables à la destruction du forfait jour. Ça nous a mis la puce à l'oreille. Et ce sont des gens qui défendent des salariés en forfait jour, et vous leur demandez est-ce que vous voulez qu'on supprime le système du forfait jour, ils répondent non. Alors on se dit, ah, tiens. Et pourtant, les études montrent bien que les gens qui sont en forfait jour travaillent 44 heures, 45 heures, qui travaillent beaucoup plus que n'importe qui. C'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu que beaucoup des personnes qui sont en forfait jour, en échange de ce système, ont obtenu une véritable autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Et cette autonomie-là, ils sont prêts à la payer. Ils sont prêts à la payer même en faisant des heures en plus. Ils préfèrent travailler quand ils veulent, même si ça les fait travailler plus. Et si on leur dit, vous allez revenir à un temps de travail encadré et vous travaillerez moins, ils disent, non, je préfère encore travailler quand je veux. Donc, allions-nous protéger les gens contre leur volonté en imposant aux employeurs de détruire des libertés qu'ils avaient chèrement acquises? Ça n'avait aucun sens. Donc, nous avons conservé le forfait jour. Ce faisant, nous avons aussi construit la notion de salarié autonome. Il existe des salariés, c'est l'évolution des temps, qui ne sont plus tellement subordonnés. Il existe des salariés qui sont très subordonnés, c'est la grande masse des salariés. Mais il existe aussi certains salariés qui sont assez indépendants dans l'exécution de leurs tâches et vraiment indépendants dans leur emploi du temps. Convient-il de conserver ces personnes dans le salariat ? Nous avons pensé que oui. Parce qu'ils sont dépendants, parce qu'ils sont menacés, parce qu'ils peuvent se faire exploiter, parce qu'ils ont besoin de protection syndicale, parce que... Donc oui, il faut les conserver dans le droit social. Mais est-ce qu'il convient pour autant de faire un droit social rigide au point que leur autonomie ne soit plus possible? Non. Donc nous avons maintenu un système typiquement comme le forfait jour pour ces salariés autonomes et seulement
pour ces salariés autonomes. Il n'est pas question de mettre au forfait jour des gens qui sont dans des tâches d'exécution totalement subordonnées avec des horaires imposés. Ça n'a aucun sens. Ils vont travailler 50 heures par semaine sans avoir aucun bénéfice en termes de liberté. Donc il n'en est pas question. Mais pour les salariés autonomes, on a maintenu le forfait jour avec, évidemment, le respect du droit européen, c'est-à-dire le respect des durées maximales, la prohibition du travail de nuit, un contrôle de la charge de travail par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, qui doit pouvoir contrôler la charge de travail, des informations qui remontent au CHSCT sur les horaires réels, qui ne remontent pas à l'employeur, parce que les gens veulent travailler quand ils veulent, donc ils ne veulent pas le dire à l'employeur. En revanche, ils peuvent le dire au CHSCT, et le CHSCT, recueillant les informations sur les horaires réels, aura un droit d'alerte, un droit éventuellement de suspension du forfait jour, pour éviter que les gens se tuent au travail, quand même. Donc on a un certain nombre de garde-fous qu'on a inventés, qui permettent à la fois de maintenir le forfait jour, mais de le maintenir dans un cadre qui est décent, alors qu'il était arrivé dans une certaine indécence. Notre avis, c'est que l'employeur doit être fortement incité à embaucher 4 personnes à 35 heures plutôt que 3 personnes à 46 heures. C'est très important parce que nous avons un taux de chômage qui est très dur.